retrouve ce matin Étienne Loreillard depuis Lourdes où se tient cette semaine l'assemblée plénière de printemps des évêques de France. Bonjour Étienne. Bonjour Maxence. Vous êtes le correspondant pour KTO là-bas. Cette assemblée plénière débute mardi après-midi. Pourtant, tous les évêques sont d'ores et déjà rassemblés à Lourdes pour une journée et demie de travail dédiée à la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, aujourd'hui donc et demain matin, en présence d'associations de victimes et des instances en charge de l'accompagnement et des réparations. Quel est l'objectif de cette session ? L'objectif, c'est de faire un point d'étape sur les mesures mises en œuvre contre les violences sexuelles dans l'Église depuis la publication du rapport de la SIAZ en 2021. Alors cette session d'une journée et demie, elle se déroule à la Cité Saint-Pierre sur les hauteurs de Lourdes, pas dans l'hémicycle habituel. Près de 350 participants vont se retrouver tout à l'heure, les évêques de France bien sûr, mais aussi des personnes victimes et plusieurs collectifs. Certains sont en dialogue depuis plusieurs années avec les instances de la conférence épiscopale. Et puis, il y a aussi des représentants, par exemple, du collectif de Bétarame qui sont annoncés parmi les participants. Et puis, chaque évêque est venu avec une personne de son diocèse, souvent des laïcs, associés à la lutte contre les abus. Chacune des 15 provinces ecclésiastiques en France a également envoyé un diacre et un prêtre. Et puis, il y aura aussi, parmi les invités, des experts et différents représentants institutionnels. Alors, comment ça va se passer cette rencontre ? Eh bien, très concrètement, ça commence tout à l'heure, à 8h45, après un temps de prière ce matin, un mot du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Moulin-Beaufort. Plusieurs tables rondes vont permettre aux personnes impliquées dans cette lutte contre les violences sexuelles de s'exprimer. Évidemment, pour faire un point d'étape sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes victimes, mais aussi un point d'étape sur les mises en œuvre des mesures votées par les évêques de France ces dernières années, avec des temps d'échange, voilà, des temps d'atelier. Cette session suscite évidemment beaucoup d'attentes. Elle peut aussi soulever des tensions, des frustrations, parce qu'on est face à des questions extrêmement douloureuses et un long chantier de mise en œuvre. Mais on verra tout à l'heure quel est le climat. Et pouvez-vous nous rappeler, Étienne, d'où viennent ces mesures ? Alors, la SIAZ, la création de la SIAZ, c'est en novembre 2018. Les évêques l'ont voté ici à Lourdes en assemblée plénière, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, pour enquêter sur les abus concernant les personnes mineures de 1950 à nos jours. Et cette commission, vous vous en souvenez, elle rend son rapport en octobre 2021. Là, c'est le choc, le dévoilement au grand jour de l'ampleur des violences sexuelles dans l'Église en France, un mal qui a causé d'innombrables souffrances, et les abus sexuels étant aussi précédés d'abus de pouvoir et d'abus spirituels. Et lors de l'assemblée plénière qui a suivi, donc un mois après, les évêques de France ont voté, non sans tension, la reconnaissance d'une responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies tant de personnes victimes et la dimension systémique aussi de ces violences, ce qui impliquait un devoir de justice et de réparation. Et ils s'y sont engagés. Alors il y a eu d'abord le volet, si je puis dire, pour l'accompagnement des personnes victimes avec la création de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, pour toutes les personnes victimes liées à des auteurs connectés à des diocèses, et puis la CRR, la commission reconnaissance et réparation pour les différentes congrégations religieuses et de vie consacrée. Donc ça, c'est pour les victimes. Mais il y avait aussi la nécessité de faire en sorte que dans l'Église, que l'Église soit une maison sûre, et donc de transformer en quelque sorte la culture ecclésiale. Et pour répondre aux propositions formulées par la SIAZ, 9 groupes de travail ont été lancés, ça on est en février 2022, pour agir sur des points très précis. Une centaine de personnes se mettent au travail, laïcs, diacres, prêtres, évêques, personnes consacrées et aussi des personnes victimes. Et ces groupes de travail vont faire des propositions qui sont débattues et adoptées en partie par les évêques en mars 2023. Et ce sont ces propositions, ces résolutions votées par les évêques qui vont être évaluées dans leur mise en œuvre. Vous voyez, mars 2023, mars 2025, c'est 2 ans après. Les évêques s'étaient engagés à les évaluer dans les 3 ans. Et vous voyez, on est 1 an plus tôt. L'occasion donc d'un bilan. Un rapport a été rendu public sur la mise en œuvre de ces décisions. Qu'en est-il ? Alors, je cite les 3 rédacteurs du rapport chargés de suivre la mise en œuvre des résolutions. Ils écrivent « Nous sommes témoins que l'Église de France est mise au travail sur toutes les thématiques. Il y a des trous, des insuffisances sur l'avancée des processus. Et parce qu'il s'agit d'entrer dans un chemin profond de culture, c'est forcément un processus long. » Voilà ce qu'ils écrivent. Alors après, je peux vous renvoyer à ce rapport d'une 50aine de pages, mais surtout de très nombreuses annexes.
à travers lequel on peut mesurer qu'un travail assez considérable a été initié en moins de 4 ans, si on prend la date initiale du rendu du rapport de la SIAZ en 2021, même si le bilan est contrasté suivant les thèmes, que les structures sollicitées dans les diocèses n'ont pas toujours participé à la hauteur des enjeux et que certains points restent en suspens. Mais de nombreuses résolutions votées par les évêques sont mises en œuvre ou sont en train de l'être. On peut citer quelques exemples concrets parce que tout ce que je vous dis peut sembler complètement abstrait. Par exemple, autour de bonnes pratiques devant des cas signalés, 80 protocoles d'accord ont été signés entre diocèses et parquets pour faciliter la transmission de l'information et la contextualisation autour des personnes mises en cause. Donc 80 sur 110 diocèses, on voit qu'il en manque, même si certains parquets étaient réticents. Parce que de nombreux cas d'abus ont lieu lors de la confession. Un guide repère pour les confesseurs et une charte nationale de l'accompagnement spirituel ont été publiés. On peut aussi invoquer un autre travail qui a été fait dans le domaine du discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres. Il y a là de longues pages dans le rapport, mais on peut citer un point en particulier qui peut être un peu emblématique, c'est par exemple l'analyse structurée des parcours des candidats pour s'assurer qu'un candidat au sacerdoce, un séminariste qui veut rentrer au séminaire, n'a pas déjà été refusé dans un autre séminaire. Voilà. Puis il y a aussi l'accompagnement du ministère de l'évêque avec la mise en œuvre de visites extérieures pour soutenir les évêques dans leur ministère, savoir leurs points forts, leurs points faibles, ce sur quoi ils peuvent capitaliser ou ce qu'il leur faut soigner avec plus d'attention. Là, il y a par exemple 11 évêques qui ont pu bénéficier de ce dispositif à la date de janvier 2025. Et puis, il y a des réflexions qui se poursuivent. Je pense par exemple à la démarche mémorielle. Un site internet a été lancé début mars, Garder mémoire, pour garder la mémoire des personnes qui ont subi des violences sexuelles dans un cadre ecclésial. Mais on sait que certaines associations ont manifesté combien elles étaient frustrées et elles étaient vigilantes sur le peu de nombre de diocèses qui peut-être ont publié et animé par exemple la dernière journée mémorielle vendredi dernier. Et puis il semble trop tôt aussi pour déterminer un lieu national de mémoire apparemment. Alors, on parle ici du travail dédié à la lutte contre les violences sexuelles. À propos de l'assemblée plénière en elle-même, elle débute mardi après-midi à 16h30. Quels sont les enjeux ? Oui, eh bien, juste pour vous dire que ce que je vous évoquais là était des points spécifiques, mais faire la synthèse en quelques phrases de l'ensemble de ces mesures qui ont été votées par les évêques il y a 2 ans est un peu fastidieux dans les quelques temps que nous avons, mais il ne faut pas hésiter à aller consulter le rapport parce que tout ça va être rendu public dans la journée pour associer tous ceux qui le souhaitent. Et ce qui est intéressant aussi de la part des évêques, c'est que cette session, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les évêques tout seuls qui font le travail pour évaluer, mais ils ont associé des personnes victimes, des laïcs, des experts, des hommes et des femmes. Alors, sur la question de l'assemblée plénière, ce qui le reste, parmi les points qui sont à travailler ou surtout qui sont à décider, c'est la question du dispositif d'accompagnement pour les personnes victimes adultes. Parce que la plupart des dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure ont été pensés pour les cas de violences sexuelles commises sur des personnes quand elles étaient mineures. Concernant les personnes adultes, des propositions concrètes ont été présentées en novembre dernier. Le principe est acquis, avait indiqué Monseigneur de Moulin-Beaufort. Il faut que les évêques se déterminent sur les modalités pratiques. Et puis on peut voir que le chemin est très long parce que depuis le rapport de la SIAZ, les révélations qui ont émaillé ces dernières années, on les a en tête. Ce sont des évêques mis en cause. Il y a toujours la question de ceux qui ont contribué à la culture du silence. Et puis, il y a eu l'affaire l'Abbé Pierre dernièrement et aussi la situation dans un certain nombre d'établissements scolaires comme Bétaram. Donc c'est une transformation au long cours sur laquelle l'Église en France est engagée, et pas seulement les évêques d'ailleurs. Et il y a également, je crois, une élection à venir. Oui, le cœur de cette assemblée plénière, c'est une série d'élections et dont celle du président de la conférence épiscopale, des 2 vice-présidents et des membres du conseil permanent, parce que le mandat de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort arrive à son terme le 30 juin. Donc l'archevêque de Reims est non rééligible car il achève son 2e mandat de 3 ans et c'est la même chose pour Monseigneur Dominique Blanchet, vice-président. Donc pour la conférence épiscopale, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Il faut s'attendre à beaucoup de mouvements et en plus du changement de présidence.
Oui, de fait, parce que c'est aussi la fin, je vous le disais, du mandat du Conseil permanent, donc une moitié des membres ne sont pas rééligibles. Le Conseil permanent, c'est l'organe exécutif de la conférence qui se réunit une fois par mois environ. Et la récente réforme des structures de la conférence a introduit un changement. Donc il y a 15 membres élus auxquels s'ajoute l'archevêque de Paris qui est membre de droit. Et puis on peut signaler un autre changement prévu début septembre, c'est l'arrivée d'un nouveau secrétaire général de la conférence épiscopale dont la nomination doit être soumise également au vote de tous les évêques car le père Hugues de Voilemont quittera ses fonctions plus tôt que prévu. Il est nommé directeur général de l'œuvre d'Orient et vicaire général de l'ordinariat pour les catholiques orientaux en France par Monseigneur Ulrich. Tout cela peut sembler un peu de la boutique interne, mais ça a un impact concret sur les réalités de la vie de l'Église en France. Et un mot sur le président sortant, l'archevêque de Reims. Que retenir en quelques mots de son mandat? Je trouve que c'est une belle illustration, en tout cas, de la responsabilité que j'évoquais à Oui. l'instant, des personnes qui sont élues pour, puisque Monseigneur de Moulin-Beaufort a été élu précisément dans ce processus de lutte contre les violences sexuelles qui était déjà engagé par son prédécesseur, Monseigneur Pontier. Et au cours de ces 6 ans de mandat, le grand chantier, le grand défi, la grande épreuve, ça a été le travail de réception de ce rapport de la SIAZ et la mise en œuvre de ces mesures qu'on évoquait. Sujet très douloureux, confiait-il à nos confrères de la Croix, qui a marqué sa vie et son ministère, et le travail est loin d'être terminé. On sait même qu'à certains moments du débat, il a mis sa présidence en balance pour pousser les évêques de France à apporter une réponse à la hauteur des enjeux et du drame humain. Et c'est un courage que beaucoup lui reconnaissent après coup. Et durant ces 6 années, il y a eu aussi d'autres questions difficiles, dans un contexte où les catholiques en France sont minoritaires, comme comment faire entendre et respecter la dignité de la personne humaine telle que le comprend l'Église catholique dans une société qui ne l'est plus. On pense à l'ouverture de la PMA, encore le débat sur la fin de vie, sans oublier la problématique liée à la mission. Enfin bon, c'est pas encore complètement l'heure du bilan, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici au 30 juin. Et il y a dans cette assemblée le programme officiel que nous avait un peu détaillé Étienne Loreillère et ces temps plus informels qui ne sont pas, eux, à l'agenda officiel et ils sont nombreux également. Oui, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête, l'image de l'hémicycle Sainte-Bernadette, mais c'est aussi des temps de rencontre, des repas, des cafés pris ensemble, des temps de prière commune, la célébration eucharistique tous les jours. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de nombreuses nominations de nouveaux évêques ces jours-ci à Lourdes, et c'est aussi une manière de faire connaissance. Et puis, vous voyez, j'ai abordé quelques-uns des thèmes travaillés, mais ce dont on parle aussi beaucoup à nouveau à Lourdes, c'est le nombre croissant de catéchumènes, et notamment des jeunes. Et cela marque les évêques de constater que dans un contexte où les difficultés ne manquent pas, eh bien, des personnes en France se disent intéressées par le Christ et demandent le baptême à l'Église catholique, et ça invite à croire en la bonne nouvelle. De l'espérance. Merci Étienne Loreillère pour ces éclairages depuis Lourdes sur les enjeux de cette assemblée plénière de printemps des évêques de France, un événement que couvre donc KTO. On vous retrouve Étienne chaque soir avec notre journaliste Juan Diego Ortubé à 20h30 sur KTO TV pour un flash d'information et rendez-vous également vendredi prochain à 16h30 pour le discours de clôture de cette assemblée plénière à suivre sur ktotv.com. Bonne semaine Étienne. Merci Maxence. L'invité de la matinale. KTO Radio.